BFM Business. Paris est à vous. Aurélie Blonde. Pour certains, les vacances ont commencé depuis quelques jours, des vacances auxquelles nous ne sommes pas prêts à renoncer malgré la crise. Plus de la moitié des Français partira cet été, chiffre qui reste stable ces dernières années. En revanche, les vacanciers seront peut-être plus attentifs à leur budget, c'est ce que montrent les récents sondages. Dans ce contexte, quelles sont les dernières tendances en matière de voyage, les destinations choisies ou celles qui sont boudées? On en parle avec nos invités. Laurent Serfati, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef d'Easy Voyage. Corinne Louison, bonjour. Directrice générale adjointe de Direct Tour. Avec nous, Laurent Salagnier, bonjour. Bonjour. Président de Weekend Desk. Xavier Bantès, bonjour. Bonjour. Directeur fondateur de myboutiquehotel.com. Et par téléphone, Jean Viard, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au Cevipof. Laurent Serfati. Easy Voyage vient de publier son baromètre sur les vacances d'été. On est sur des intentions de départ qui restent à peu près stables, des budgets un peu restreints, Un peu plus. des vacanciers en gros qui vont privilégier les bons plans. C'est à peu près ça, les grands enseignements. Privilégier essentiellement l'économie et les destinations proches. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 66% des Français qui partiront, pas 66% des Français partiront en vacances. Et sur ces 66%, on estime à 75% d'entre eux la part qui resteront en France et qui voyageront en France. Mais ça, ce sont des chiffres stables d'une année à l'autre, ou on constate quand même que ceux qui vont rester en France sont plus nombreux cette année? Ils sont plus nombreux cette année. Historiquement, on a un chiffre qui tourne autour de 58-60% des Français qui voyagent en France. Cette année, ils sont 75%. Et sur les 66% des Français qui partiront en vacances, on a une augmentation d'à peu près 3 points par rapport à l'année dernière. Donc on se rend compte qu'en fait les Français ont coupé beaucoup de robinets pour pouvoir préserver leur budget vacances. Le budget vacances qui est sacré. Absolument. Des Français qui réservent aussi à la dernière minute, toujours plus ou pas? Ça, c'est une tendance qui se généralise? C'est une tendance qui se généralise. Ça, c'est vrai. On estime à peu près 25% des gens qui réserveront à la dernière minute. Maintenant, il faut quand même savoir que les tours opérateurs ont énormément adapté leur offre à la demande et qu'on n'aura pas les promotions exceptionnelles qu'on a pu connaître dans les années précédentes, puisque beaucoup d'entre eux sont restés avec un certain stock sur les bras et qu'ils n'ont pas envie de renouveler l'expérience. Donc aujourd'hui on a une offre qui correspond un peu plus à la demande, donc on aura effectivement des ventes de dernière minute, mais probablement moins axées sur des super promos. Corinne Louison, vous les constatez aussi, ces tendances, le fait de réserver de plus en plus tard? Oui, clairement. En fait, déjà, il y a une accélération des ventes sur le mois de juin. Et depuis le début de la semaine, c'est juste un peu de la folie. On a des demandes pour des départs dans l'immédiat, dans les 3-4 jours à venir, voire dans la semaine. Mais ça, vous avez l'impression que plus les années passent et plus ça se généralise? Oui, ça se généralise parce qu'il y a un contexte économique qui est assez difficile. On a beaucoup moins de visibilité sur son portefeuille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à attendre. Et une vraie tendance du reste, c'est de fractionner ses vacances. Donc, on raccourcit, c'est-à-dire que au lieu de partir 3 semaines l'été, comme c'était assez courant, enfin quand je dis 3 semaines à l'étranger en ce qui nous concerne, on va partir plus fréquemment 10 à 15 jours à l'étranger et passer le reste en France. Et là, je rejoins tout à fait Monsieur Serfati. Xavier Bantès, est-ce que vous constatez vous aussi une modification dans la façon des Français d'organiser leurs vacances? Alors oui, nous tout à fait également. On est sur un créneau qui est un petit peu plus particulier puisque nous on est un spécialiste des boutiques hôtels, ce qu'on appelle donc des boutiques hôtels et des hôtels design. Pas forcément, on a une catégorie que l'on appelle des social design hotels où il y a des dortoirs design où on peut dormir à 4 ou à 6 pour 10 ou 15 euros par personne. Il suffit de pouvoir partager sa chambre, mais ça se fait aussi en famille. Mais c'est vrai qu'on a aussi de l'hôtel à 90 euros, toujours dans un esprit design, jusqu'à après des palaces qui peuvent être design également. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus de la dernière minute que les années précédentes. Et des Français qui partent moins longtemps mais plus souvent? Oui, alors on a aussi des destinations urbaines où on constate que des personnes se font un petit peu plaisir pour partir à New York ou dans les îles grecques pendant quelques jours, ou peut-être aussi Berlin, ou voilà, et puis après ils vont certainement dans leur maison ou chez des amis ou ailleurs, mais nous on constate qu'ils vont dans des hôtels design pour se faire un petit peu plaisir sur des courtes périodes,
mais c'est vrai toujours à la dernière minute. Laurent Salagnier, moins longtemps, mais plus souvent, c'est bien pour vous, en tout cas pour Weekend Desk. Ah bah nous, on est sur une des tendances effectivement de croissance assez forte. Je dirais pas forcément à cause du marché, parce que je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Le marché a plutôt tendance à être assez stable. Et après, voilà, c'est pas 1 ou 2 points de plus qui va faire vraiment une grosse différence pour nous. Et surtout, je pense que quand on regarde le marché, on sous-estime beaucoup. On parle beaucoup d'un marché, enfin de business marchand et pas de non marchand. Et en fait, le non marchand, c'est 2/3 du business. C'est-à-dire quand vous prenez globalement les Français, c'est 230 millions de départs tous les ans. Là-dedans, il y en a 150 millions qui sont sur du non marchand. Et après, répartition 50-50 entre le court séjour, long séjour. Donc globalement, la masse, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qui fait mal, je pense, à l'ensemble des acteurs, c'est qu'il y a une proportion de plus en plus forte de Français qui, effectivement, vont soit aller vers du plus court séjour, ou vers de la semaine, ou soit, et le reste du temps, vont passer, j'en suis moi-même l'exemple, qui vont passer du temps en famille, 1 semaine, 2 semaines en famille. Ou chez des amis. Oui. Et je pense que d'un point de vue budget, c'est ça qui fait mal. Parce que d'un autre côté, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on voit sur les tendances, le prix ont plutôt tendance à augmenter, et du moins les gens ont tendance à aller vers des produits de plus grande qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la médiocrité. Et nous, le ça, c'est peut-être un effet crise aussi, finalement. C'est sans doute un effet crise. Et du coup, le temps qu'on va passer sur du week-end, on va le passer vraiment dans des endroits bien qualitatifs. Nous, on vend plus de dîners, du coup, maintenant, de package avec dîner. On vend plus de 4 étoiles. Et ça, c'est vraiment assez flagrant. Jean Viard, vous avez entendu tout ce qui s'est dit par nos différents intervenants. Crise ou pas, les vacances, ça reste sacré pour les Français. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il faut dire que c'est un produit de demi-luxe, hein, parce que des produits où il y a 40% ou 35% des gens qui ne sont pas consommateurs, ça reste du demi-luxe. Et puis, il y a une chose qu'il faut rajouter, c'est le climat quand même. Je crois que cette année, il y a un effet climat. Alors, bien sûr qu'il y a un effet crise sur le budget, mais par exemple, le phénomène d'attente s'il va faire beau, décision de dernier moment, c'est une tendance de longue période. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le climat, parce qu'on en a quand même pris beaucoup, et je veux dire, les gens ont envie de soleil. Alors, à la limite, le désir de départ est peut-être plus fort, parce qu'on a vraiment manqué de soleil, et en même temps, on va se dire, on va attendre qu'il ne pleuve plus, quoi. Donc, je pense que ça modifie ça beaucoup. Sinon, je suis effectivement d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois qu'il ne faut pas toujours le penser négativement. Vous voyez, par exemple, l'augmentation de l'intrafamilial, c'est pas comme après-guerre, on retournait chez les grands-parents à la campagne. C'est que, comme les Français se réorganisent dans l'espace, par exemple, il y a 120 000 Français qui s'installent tous les ans entre Nice et Perpignan, après, ils vont recevoir leur famille. Donc, il y a dans l'intrafamilial quelque chose qui se construit dans une société où la famille s'est reconstruite, une famille tribu, ouverte, avec des ex, des divorcés, des machins un peu compliqués. Et je crois qu'il faut voir ça aussi comme le cœur des vacances, si vous voulez, c'est l'affection, c'est la famille, et pour une partie en marché. Laurent Salagnier, vous vouliez réagir sur la partie climat? En fait, le climat, c'est assez surprenant. C'est effectivement, le climat joue beaucoup en été, il joue moins sur le reste de l'année, parce que nous, on vend beaucoup en janvier, mais sur les week-ends, en fait, les gens se sont réfugiés vers des biens, là encore, avec spa, du plus de cocooning. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de théories sur le climat, parce que nous, sur nos chiffres, on voit toujours, en fait, ça se compense sur des biens autres. Corinne Louison et Laurent Serfati, votre point de vue? C'est un peu différent quand même. Oui, j'imagine. Oui. Alors effectivement, sur l'hiver, puisqu'on vend éventuellement essentiellement des destinations long courrier, il y a l'effet climat. Bien évidemment, s'il fait froid en France, on a tendance à vouloir aller chercher du soleil ailleurs. Mais clairement, sur le printemps et l'été, le climat a un gros impact. On le voit sur les journées, au niveau du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est nettement meilleur sur les journées où il fait moins beau en France. Donc, et c'est depuis le mois d'avril, on est quand même sur un temps qui est très maussade, et c'est vrai que voilà, pour ceux qui hésitaient encore entre peut-être partir à l'étranger et rester en France, certains ont quand même changé d'avis et ils ont préféré partir et anticiper, en tout cas partir en Méditerranée cet été. Laurent Serfati, ça veut dire qu'il y a certaines régions françaises, on peut imaginer, qui vont peut-être être un peu boudées cette année? Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, il ne faut pas penser comme ça. Non, mais c'est vrai que la météo a eu un impact terrible sur les vacances de Pâques notamment, qui ont été plutôt moroses en termes de réservation. Ouais. Les vacances de février aussi, et c'est terriblement impactant, comme le disait Corinne, sur le choix et la période de la réservation. C'est-à-dire que tant qu'il fait moche, les gens ne vont pas réserver. Et pour revenir à ce que disait Laurent tout à l'heure sur l'hébergement non marchand, d'abord je voulais
qu'on explique peut-être ce que c'est que l'hébergement non marchand. Donc l'hébergement non marchand, c'est l'hébergement non payant. C'est-à-dire qu'on va aller ni dans un hôtel, ni dans un camping, ni dans une maison d'hôte. On va aller dans la famille, chez les amis, chez tata, chez mamie, etc., etc. Et en fait, pour rebondir effectivement sur ce que disait notre intervenant au téléphone, c'est que c'est effectivement l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis, mais je crois que la source du phénomène est quand même économique. Oui. L'idée, c'est quand même de réduire la facture voyage. Sur l'étude qu'on vient de publier, on se rend compte que le panier moyen de l'été sera aux alentours de 850 € par personne. C'est à peu près toujours, on est toujours à peu près autour de ça. Oui, on est toujours à peu près autour de ça. C'est-à-dire que l'an passé, c'était 790 €, donc on est à 50 € près sur la même tendance. Sur les gens qui partiront avec un hébergement non marchand, on descend à 600 et on va monter à 950 € par personne sur les gens qui partiront à l'étranger sur un produit packagé. Alors sur les destinations choisies, donc 7 Français sur 10 apparemment qui vont à peu près rester en France. Les autres, ce sera quoi pour vous, Corinne Loison? Sur les tendances, je regardais ça encore de près. En fait, au niveau des départs sur juillet et sur le mois d'août, la première destination qui l'emporte, c'est la Grèce et ses îles. Donc 40% de nos départs sont vraiment concentrés sur la Grèce, la Crète, les Cyclades. Donc voilà, c'est une destination proche, avec des prix qui sont assez abordables malgré tout, même si notre positionnement veut que l'on vende essentiellement des prestations de luxe. Et ensuite, on a une valeur sûre qui reste les États-Unis. Les États-Unis, notamment les parcs nationaux de l'Ouest américain, qui ont vraiment la faveur des Français. Et là, en l'occurrence, les Français savent qu'il faut réserver très longtemps à l'avance pour pouvoir être bien placé et avoir un hôtel qui soit vraiment dans le parc. Donc là, il y a de l'anticipation sur les réservations pour une destination comme celle-ci, par exemple. Xavier Ventès? Nous, on constate beaucoup au niveau du bassin méditerranéen, bien évidemment, pour rejoindre ce que vous dites. Alors, des destinations peut-être un petit peu plus haut de gamme, comme Mykonos, un petit peu moins de Santorin que l'on a pu constater auparavant. Destinations comme Lisbonne ou les Baléares également. On a de très beaux produits ou de nouveaux produits, de nouveaux hôtels design qui se sont créés. Les États-Unis restent aussi, alors nous plutôt sur la côte est ou la côte ouest. Et après, je pense qu'ils doivent aller dans des parcs avant. En séjournant quelques jours dans des destinations comme San Francisco ou Los Angeles et après en allant dans les parcs. Alors, Salamier? Nous, c'est complètement différent parce que le week-end, d'abord, on a 80% de nos clients qui font moins de 300 km. Ce qui est un petit peu logique d'ailleurs, parce que quand vous allez partir en week-end, vous n'avez pas forcément envie de faire 10 heures de. Et Weekend Est, ça continue à bien fonctionner l'été. On peut imaginer que justement les week-ends vont peut-être être un peu délaissés, on va partir plus longtemps et que ça fonctionnera plus pendant l'année. Le creux, en fait, c'est le mois de juin et le mois de septembre, c'est-à-dire entre la période assez normale, je dirais les vacances, parce que là du coup les gens attendent, ils préparent aussi leur budget pour l'été. Mais Weekend Est continue à bien marcher. Et en fait, nous, 80% des gens partent à moins de 300 km, et donc ça veut dire que pour les Parisiens, c'est forcément la côte normande. Mais c'est même en Ile-de-France, on a un hôtel qui marche très bien, c'est le Clarion à Melun-Sénart, il est à 45 minutes de Paris. Vous dites pourquoi j'irais à Melun-Sénart, mais ça marche très très bien parce qu'il y a un beau spa. Et après, vous avez en Picardie de très beaux hôtels, des châteaux qui fonctionnent bien. Et il y a une offre qui s'est développée en Picardie qui est assez incroyable. Et pour des gens qui veulent faire un break, partir à la nature, loin de la chaleur, c'est un vrai régal. Laurent Servati, je vous repasse la parole juste après. Jean Viard, je voulais juste vous poser une autre question. Le fait que les Français plébiscitent la France, est-ce que pour vous c'est un choix économique ou un réel engouement des Français pour leur propre pays? Bon, il y a plusieurs raisons, mais vous savez, il se trouve que la France est le premier pays en termes d'accueil au monde, dans les grands pays, enfin quasiment. Et si vous, on reçoit à peu près, il y a peut-être 85 millions de gens qui vont venir dormir au moins une nuit en France cette année. Donc ça veut dire que si on est au cœur du processus touristique, et ça depuis le XVIIIe siècle. Donc il y a ça, ce fond. Hein. Et puis et ça me semble un élément, on a complètement structuré le pays, arrangé, nettoyé, organisé les plages. C'est vrai qu'on a fait un travail pour que le pays accueille qui est extraordinaire. Alors après, il y a une deuxième chose, c'est que ce qu'on vient de dire est tout à fait exact, on va le moins loin. Si on habite à Marseille, on va plutôt aller en Provence ou sur la côte méditerranéenne qu'en Bretagne. Donc il y a aussi que la France, en gros, beaucoup de gens ne sont pas obligés d'aller très très loin pour aller quand même l'été, il ne faut jamais oublier, c'est quand même l'eau, le soleil et l'affection. Et dans l'eau, c'est la mer, évidemment plutôt chaude que froide, et puis les piscines, n'oublions jamais qu'il y a 1 million de piscines en France. Hein. Donc il y a tout ça qui fait qu'effectivement, je dirais, on a sous la main en France pour les vacances d'été. Les vacances d'été, le cœur, c'est une transhumance familiale. On part en voiture avec des copains souvent, on fait
souvent moins de 1000 km pour une raison simple, c'est que c'est moins d'une journée, et puis on se repose et en fait on bouge plus. Donc c'est quand même très différent du voyage, d'autres modes, des voyages des jeunes, des voyages, etc. Donc c'est une transhumance l'été au fond pour que la famille se relocalise à un autre endroit et pour vivre au fond avec les mêmes personnes, ses enfants, sa femme, etc. Quelque chose d'exceptionnel qui va marquer la rupture d'une année sur l'autre. Laurent Serfati? Oui, au niveau du marché global des départs de l'été, on se rend compte que le choix des destinations ressemble énormément à ce qu'il était l'année dernière. On avait un top 5 l'année dernière qui était la France, l'Espagne, l'Italie, la Turquie et la Grèce. On a exactement la même chose cette année, à ceci près que la Turquie est sortie de l'équation, malheureusement. L'Égypte? L'Égypte, on n'en parle plus depuis quelques temps. Mais la Turquie est sortie de l'équation suite aux événements qui se sont déroulés récemment. Et là, ça a freiné les réservations d'un seul coup. Et certains pays liés aux révolutions du printemps arabe ont du mal à ressortir la tête de l'eau. La Tunisie, qui était bien repartie l'été dernier et qui nous laissait espérer beaucoup, malheureusement a rechuté au printemps. Et là, pour l'instant, les réservations sont notamment à l'arrêt. Le seul qui tire un peu son épingle du jeu dans le monde arabe, c'est le Maroc, qui continue à avoir des progressions de 7-8% par trimestre à peu près. Et avec un peu de chance, je pense que les hôtels de la côte atlantique devraient faire un bel été. Corinne Louison, est-ce que vous ressentez un regain d'intérêt des touristes aussi, des Français, pour d'autres formes de tourisme, plus culturel, responsable, d'autres façons de voyager en tout cas? Oui, alors on parlait tout à l'heure des week-ends. Alors il y a un phénomène qu'on a pu noter pour cet été, un allongement en fait du week-end, à savoir on peut partir avec 2 enfants et au lieu de partir 3 nuits comme on le fait habituellement, on va partir 5 nuits. Et ça devient presque une petite semaine où on peut partir à la découverte d'une ville européenne en famille et pour un budget qui reste vraiment très très abordable. Donc là le week-end, d'accord, mais c'est surtout un week-end qui vient s'allonger et qui vient même concurrencer les destinations plus lointaines. Laurent Salanier? Moi j'ai pas vu ce phénomène-là, je suis désolé. Mais en fait nous on a du multi-week-end, c'est-à-dire des gens qui réservent pour un week-end et puis après l'autre, puis en fait ils fragmentent. Et ça c'est vrai que c'est assez, du coup on a une répétition courante. On l'a. Xavier Ventès, pardon. Nous, on a constaté également qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient d'autres modes de voyage, qui aimaient choisir aussi leurs hôtels différents des grandes chaînes. C'est pour ça qu'on est sur ce positionnement boutique hôtel. Et on a constaté également des personnes qui partaient pour des voyages d'affaires et qui étendaient aussi beaucoup leur séjour de 3-4 jours pour leurs loisirs. Justement, ils en profitent avec le billet d'avion pour pouvoir séjourner quelques jours pour un week-end ou pour une petite semaine, comme vous le disiez très justement. On l'a même pas évoqué, mais comme chaque année, Internet plébiscité, j'imagine, comme chaque fois dans l'organisation des voyages de plus en plus. Et même on voyait une étude récente de Twitter, on voit que les gens commencent à se servir aussi des réseaux sociaux pour organiser leur voyage et qui demandent conseil un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une tendance, les uns et les autres, que vous constatez, Laurent Salanier? C'est évident et pour une raison simple, c'est qu'il manque souvent sur les sites marchands de conseils. C'est-à-dire que quand vous alliez et quand on regarde l'histoire, les agents de voyage historiquement étaient des gens qui conseillaient, qui suggéraient. Et ça aujourd'hui sur la plupart des sites marchands qui sont des sites beaucoup de réservations, je dirais quasiment, vous avez le vol, vous avez l'hôtel. Je vais un peu loin dans ma critique, mais il manque cette partie de conseil. Et donc les gens se tournent vers leurs proches, vers leurs amis, pour dire tiens, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Et ça, nous on le voit beaucoup. On a en tout cas le moindre feed sur Twitter, le moindre feed sur Facebook se répercute assez fortement. Et c'est des vrais outils de relais pour nous. Alors, Serfati, vous le constatez vrai aussi. Aujourd'hui, le premier prescripteur de conseils dans le domaine du voyage, c'est quelqu'un qui me ressemble. C'est quelqu'un qui me ressemble et c'est quelqu'un qui a déjà vécu le voyage que j'aimerais réserver. Donc je vais d'abord me tourner vers lui avant de me tourner vers le conseil des professionnels. C'est la vraie tendance et c'est Internet qui la drive. Allez, un bon plan si on n'a pas encore réservé pour ses vacances, peut-être très vite. Corinne Louison, un bon plan pour partir cet été, ce serait quoi? Quelle destination? Alors, je vais parler de la Méditerranée et notamment de la Crète par exemple, un petit hôtel très sympa, pas loin de Daios Nikolaos, un petit port qui est un peu le Saint-Trope local. Et je pense à cet hôtel qui est placé sur un cove magnifique avec une très jolie plage de sable fin. Et voilà, d'une ambiance particulièrement méditerranéenne et on trouve encore un peu de place. Xavier Ventès?
Moi, je dirais Lisbonne. On a augmenté notre offre sur Lisbonne avec des tout petits guest house très originales, très design, des petits hôtels également design. Et c'est vrai qu'on revoit un regain d'énergie sur Lisbonne, qui est à la fois pour faire un petit peu la fête, pour une belle destination à découvrir. Merci, directeur, donc fondateur de myboutiquehotel.com. Merci Xavier Vantès, Laurent Salanier, merci, président de Weekend Desk, Laurent Serfati, merci, rédacteur en chef du Voyage, Corinne Louison, merci, directrice générale adjointe de Directour, et en ligne avec nous, Jean Viard, merci à vous, directeur de recherche au Cevipof. Voilà, Paris est à vous, continue dans un instant un nouveau journal avec Delphine Liu, mais tout de suite la chronique de couvert d'Emmanuel Rubin. BFM Business, Découvert, Emmanuel Rubin. Découvert dans l'une des tables les plus courues de la saison. D'ailleurs, vous verrez, cette adresse, on la reconnaît pour l'heure à la queue qui la précède. Alors ce pourrait être d'un embarras certain. Entre nous, le week-end, à l'heure du déjeuner, ça l'est. Si ce n'est que dans ce cas précis, on accepte quand même de jouer le jeu. Et pourquoi on accepte? Peut-être parce que cette table permet de recoller à un drôle de monde, celui des puces. Découvert au Macocotte, tout juste niché justement aux puces de Saint-Ouen, dans un décor signé Philippe Starck, ce qui ajoute certainement à la déferlante Bobo Snob. Pour autant, jusqu'alors, il faut bien avouer que dans ce drôle de village, cet irréductible dédale que sont les puces, on pouvait à peu près tout chercher et tout trouver, hors un restaurant autre que cette tonitruance d'estomac et autres impayables nanars. Du coup, est-ce qu'une table à effet, pour ne pas dire une table à ego, pouvait être soluble dans ces fameuses puces? Eh bien oui, Starck et compagnie réussissent là un joli coup de neuf du côté de ces très chères antiquailles, double niveau de brasserie contemporaine, où l'énergie usinaire du rez-de-chaussée et le très réussi salon 70s de l'étage trouvent à encaisser les petites foules du quartier, des jeunes, des vieux, des 7, des 77, des puciers, des touristes, des modeux, des curieux, tous plutôt épatés de se retrouver là, à faire partie du village, avec Paris tout à la fois si loin, si proche, avec aussi des petits plats de nouvelle gouaille qui ont ce mérite d'en faire ni trop peu, terrine à partager, œuf maillot curry, fish and chips croustillants, hachis parmentier rondelet, mouche choco, riz au lait, bref, de quoi offrir à chiner à nos appétits. Ma cocotte, 106 rue des Rosiers, c'est à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.